Bon alors, voilà, on en a parlé, hein, on ne veut pas de vendeurs de voitures d'occasion ou de vendeurs d'aspirateurs. En tout cas, on ne veut pas que nos sales ils aient cette image-là quand ils vont rencontrer des annonceurs. Okay, on pense plutôt à cette image-là. Voilà. En plus, c'est plutôt un bel homme par rapport à notre précédent. Mais voilà, l'idée, c'est on parle de consultative selling. Okay, on veut quelqu'un qui va apporter du conseil à son annonceur. En fait, on se rend compte que le métier de sales, il est en train de changer. Encore un graphe. Du coup, si on prend en ordonnée l'investissement commercial et en abscisse l'investissement client, en termes de temps, mais aussi d'argent, on se rend compte que ce qu'on appelle le transactional selling, donc c'est vraiment l'activité de base. Bonjour, je vends des abonnements pour télé loisirs, est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est des choses pour lesquelles on aura de moins en moins besoin d'intervention humaine. Ça fait un peu Big Brother, mais en gros, un sales n'aura pas beaucoup de valeur ajoutée sur ce type de tâches. Et plus on se rapproche d'un investissement client, un investissement commercial important, plus on va passer dans des méthodologies différentes de consultative selling et innovative selling. Donc, je ne suis pas là pour vendre un truc, je suis là pour conseiller mon client. Et aujourd'hui, nous, on est à 100% ici. On vend rarement, certaines agences vendent des solutions qui sont packagées, mais là où on va tendre de plus en plus dans le digital, c'est vraiment des solutions sur mesure. Et on ne peut pas se contenter d'être un vendeur transactionnel, il faut être un vendeur consultatif. Okay, tout cela, il risque de disparaître. Avec ça en tête, on va prendre un schéma qui est tout bête, un truc que je martèle à tous les sales, c'est les 4 C du pitch. Je n'ai pas pu le traduire parce que du coup, ça faisait plus 4 C et du coup, on s'en souvient un peu moins bien. Mais en gros, on se dit que dans chaque pitch commercial, je vais avoir 4 étapes que je dois absolument pas rater. Et du coup, je vais faire ces étapes dans l'ordre. Donc, je vais commencer par un connect où je vais me présenter, expliquer à mon interlocuteur l'objectif du meeting, les attentes qu'on en a l'un et l'autre. Ensuite, je vais avoir une partie qu'on appelle comprehend, où ça va être tout le questionnement que je vais faire, qui est la partie pour moi la plus importante d'un pitch. Ensuite, craft, basé sur le questionnement que j'ai fait à mon interlocuteur, quelle solution, quelle proposition est-ce que je vais pouvoir lui faire pour matcher, pour correspondre à ces problématiques. Et close, comment est-ce que je l'engage pour finalement m'assurer qu'il y ait un lancement de campagne qui arrive incessamment sous peu, le plus tôt possible. Okay, ces étapes-là sont fondamentales et nous, on fait beaucoup de petits challenges en interne où on va s'assurer que chaque sales, lors de chaque appel, chaque rendez-vous client, fasse ces étapes-là. Après, évidemment, toutes ces étapes ne vont pas forcément se faire dans le même rendez-vous. Vous rencontrez… on a des gens de Faber Novel ici? Non. Je pense que c'est une agence qui est en croissance et qui a lancé L'Oréal il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un gros move parce que L'Oréal, entreprise énorme, passe d'une Big Six à une agence plutôt indépendante. Et typiquement, demain, vous rencontrez le chef du département SEM chez L'Oréal, vous n'allez pas le closer en un rendez-vous. Okay, mais vous allez avoir toute la première étape de comprendre tous ces enjeux, pourquoi est-ce qu'ils veulent changer d'agence ou pourquoi est-ce qu'ils veulent externaliser ce service, etc. Vous allez rentrer chez vous, chez vous dans votre agence, vous allez bosser sur une proposition commerciale et après vous allez revenir. Donc tout ça ne se fait pas forcément dans le même rendez-vous. On n'est pas sur du speed selling, mais on est sur une approche vraiment personnalisée. Donc plus l'annonceur est grand, forcément plus les étapes vont être étalées. Okay, rien de nouveau. Donc, comment est-ce que je vais me préparer à ma première rencontre avec l'annonceur? Ça, c'est un truc que les sales détestent. Moi, quand j'étais sales, je détestais ça. Mais ça fonctionnait très bien. C'est faire des templates de préparation de rendez-vous. Alors, très souvent, les commerciaux pensent que c'est un peu pour les fliquer. Sauf que ce n'est pas du tout ça l'intérêt de ce truc. C'est vraiment de préparer leur rendez-vous d'une manière structurée. Encore une fois, tous les commerciaux savent très bien qu'est-ce qu'il faut demander à un annonceur. Mais ils ne vont pas le faire à chaque rendez-vous. Parce que, ah oui, mais on a parlé de ça, puis j'ai oublié, ou alors il a eu un coup de fil, etc. Et du coup, si on n'a pas préparé son rendez-vous de cette façon, si on n'a pas vraiment une roadmap écrite, on va passer à côté des éléments clés. Et c'est comme ça que
Si le truc se continue et qu'on ne revient pas sur ce premier questioning, au moment où mon traffic manager va devoir monter la campagne, il va me dire bah ouais, mais du coup, est-ce que c'est national ou c'est régional, etc. Et je vais retarder tout le process. Donc, y compris avec les commerciaux seniors, nous, on leur demande de suivre des templates de préparation, pas parce qu'ils sont idiots, on sait très bien qu'ils savent faire ça, mais parce qu'avec ça, ils ne vont pas oublier ou ils vont se forcer à avoir la discipline de bien poser toutes ces questions, okay, y compris pour préparer le rendez-vous. Donc, on va leur demander évidemment de préparer un rendez-vous, truc assez basique, on en a parlé pas mal de fois, Google Actu, LinkedIn, Think with Google. Est-ce que c'est une entreprise qui a levé des fonds, qui est en train de recruter des gens sur la partie digitale, qui a changé d'agence, de directeur marketing? Tout ça, on va le creuser. On va le faire pour l'annonceur qu'on va rencontrer, mais aussi et surtout sur ses concurrents. Parce qu'on se doit, en tant que consultant, de connaître l'industrie et pas juste la personne qu'on va rencontrer. Donc ça ne suffit pas en rendez-vous de dire bah, super, j'ai vu que vous avez lancé un nouveau produit, alors comment ça se passe? D'accord, on doit apporter quand même une connaissance sur l'industrie si on veut sortir du lot. Ensuite, on va faire l'ouverture du rendez-vous. J'essaie de limiter les acronymes parce que dans toutes les formations sales, on a un peu des acronymes dans tous les sens. Il y en a 3 aujourd'hui, ça c'est le deuxième. Encore une fois, c'est beaucoup moins sexy en français qu'en anglais, mais c'est le ROGLAT. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu la structure de base qui fonctionne très bien aussi en rendez-vous post-message LinkedIn. Donc, quand vous avez envoyé un message à quelqu'un sur LinkedIn en proposant juste un call pour discuter, si la personne accepte, ça veut dire qu'elle est quand même intéressée. Et nous, on s'assure que nos sales respectent ce petit template-là. Donc, remerciement, merci d'avoir accepté cette conversation. L'idée de cette conversation, c'est que je comprenne un peu vos enjeux annonceurs et que moi, je vous expose ce que nous on fait pour voir comment éventuellement on peut collaborer ensemble. Donc là, j'ai fait remerciement, objectif, grande ligne. Justement, j'ai apporté un case study sur un annonceur de votre industrie où j'ai réfléchi un peu sur un cas similaire qu'on a rencontré l'année dernière. On avait fait face à ça. J'apporte quelque chose à mon annonceur. Et transition, je lui pose plein de questions sur son business. Et en fait, à chaque fois, en respectant ça, on se rend compte que les rendez-vous ont un meilleur taux de conversion. Donc l'exemple, merci Jean-Pierre de nous recevoir aujourd'hui. Vous m'avez dit être dans une période chargée en ce moment. Est-ce que nous avons bien toujours 1 heure devant nous? Bon, le gars a accepté 1 heure après un message sur LinkedIn. Pour le coup, il n'a pas grand-chose à faire. C'est peut-être un signe que ce n'est pas un annonceur si intéressant que ça. Mais en tout cas, ça, on le fait systématiquement pour s'assurer qu'on soit bien sur la même timeline et les mêmes attentes en termes de rendez-vous. Voilà, je suis ici pour voir si on peut devenir un partenaire sur le long terme, lui expliquer qu'on a fait quelques recherches, qu'on s'est posé sur son industrie, sur ce qu'il fait. Est-ce que c'est bien pour vous? Maintenant, pour qu'on puisse avancer, j'aimerais bien vraiment connaître, vous, du coup, votre rôle. D'accord? Si vous acceptez de me rencontrer, c'est que j'imagine que vous avez quelque chose à voir avec le digital. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre rôle, votre fonctionnement au sein de telle organisation? Et c'est quoi les principaux challenges que vous allez rencontrer? Challenge challenge business, challenge marketing. Donc business, globalement, votre entreprise, elle va où cette année? Challenge marketing, comment est-ce que le marketing peut appuyer ses objectifs business? Et vous, d'un point de vue personnel, c'est quoi vos priorités? Ah moi, là, je suis à fond sur le nouveau site, donc on va en parler, mais ce ne sera pas avant 6 mois. Ok, dans ce cas, le rendez-vous, on va plutôt l'écourter et préparer quelque chose pour plus tard. Ou au contraire, là, je dois choisir une agence média avant la fin de la semaine. Et du coup, en abordant ces questions dès le début du rendez-vous, le sales va gagner un temps considérable. Donc, exemple de pitch elevator, on vient d'en faire un, on va pas perdre trop de temps. Et je le répète, what's in it for me, soyez surtout concentrés sur l'annonceur. Okay. Les sales qui fonctionnent bien dans nos équipes sont souvent les plus timides. En fait, c'est assez surprenant, mais c'est pas l'archétype. Moi, j'étais assez surpris au début. C'est pas du tout l'archétype du commercial, mais c'est les personnes les plus timides qui performent le plus parce qu'elles vont poser énormément de questions et du coup obtenir les infos clés. Et c'est ça qui va leur permettre de faire une proposition commerciale qui sera adaptée, de sortir du lot et du coup de lancer l'annonceur.
Donc voilà, j'ai un peu brisé un mythe, en tout cas pour moi c'était un mythe. Pas de questions sur le connect. C'est des moments clés dans un rendez-vous, puisqu'on sait rarement comment commencer le truc. Nous, avec cette structure-là, on s'est assuré que quelqu'un qui avait rejoint l'équipe il y a 2 semaines, il pouvait déjà commencer sa prospection. Il n'était pas en train de, entre guillemets, de griller des leads parce que son pitch n'était pas assez rodé. Avec une structure simple, il copiait-collait pas ça, hein, il trouvait sa propre façon, il s'appropriait un peu son pitch, mais avec ces différents éléments de structure, on est sûr qu'il est capable du coup de commencer à enrichir sa pipeline et de faire entrer des leads petit à petit. On passe ensuite sur la phase comprehend qui est composée essentiellement du questioning. Ça va être l'objet de l'atelier derrière. Donc on va un peu se marrer là-dessus. On va avoir une petite vidéo qui est en anglais, sous-titrée anglais. Je ferai un débrief après si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça. Hey Steve. So I go on a lot of first dates and I tend to be super, super talkative, super chatty. I lead the conversation, ask all the questions. So my problem is that I'm still single and I'm basically leave dinner, leave whatever, and they know everything about me and I know nothing about them. What do I do to stop let there be silence in the conversation and not have it be so awkward and be comfortable with silence and basically just not babble the whole time? No, stop calling it silence. It's called listening. Yeah. I can tell. This is a new concept. Yeah, I don't listen well. Yeah, you don't like to listen? Well, I mean, I'll listen, but you have to have something to say, something good to say. Yeah, but if you're talking, even if I have something good to say, if I can't get it in. Oh, yeah. Yeah, that's good. Did the light bulb just go on? She just went, oh, wow, yeah. Yeah, no, you're right. Yeah, see, the key to a great conversation is if you can do the majority of the listening, then you got a great conversation. Because like you say, a guy walks away at the end of the day, he knows everything about you, you know very little about him. Your objective as a woman at the end of the day is to get as much information as you can so you can make a decision. Right. Don't let him make all the decisions. You give up all the information, he gets to make a decision. Yeah. Because then I always leave and I'm like, oh, I'm over him. Because he was boring, probably. I'm going to say this. I'm going to say this as Christian as I can. You just talk too damn much. Gonna have to listen, sweetheart. You're a pretty girl. You just gotta listen, that's all. Guys love to talk. I tell my daughters all the time, ask a man the same question, rephrase it, ask him each question 3 times. Watch what happens. Because if he's lying, I swear to you, he's gonna switch that answer 3 times. I swear to you, I promise. Vous en avez pensé quoi de cette vidéo? C'est un peu redondant avec ce que je disais, mais je trouvais ça marrant de le voir. Alors, premier learning. Qu'est-ce qu'elle nous a enseigné, cette jeune fille assez agaçante? Parlez plus fort. Voilà, elle n'écoutait pas. Donc, comme je vous le disais, les meilleurs sales sont ceux qui écoutent vraiment. Il y a un deuxième truc qui est assez intéressant et c'est un conseil qu'on donne aussi beaucoup à nos sales, c'est poser 3 fois la même question. C'est hyper intéressant avec les annonceurs parce que, par exemple, si on parle du budget, on leur demande s'ils ont un budget prédéfini. C'est classique, hein, il faut toujours le faire. Dans une chance sur 10, il va le donner. Donc on gagne déjà beaucoup de temps pour rédiger nos propositions commerciales derrière. Dans 90% des cas, il dit non. Ensuite, on va lui poser la même question, mais différemment. Comment est-ce que vous répartissez vos médias? Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir savoir que, en fait, peut-être qu'il a une once de budget.
Et à la fin, vous lui balancez un budget et il va dire « Ah, ben, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. » Voilà. Je lui ai posé 3 fois la même question de manière détournée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'obtenais la bonne information. D'accord ? C'est pas forcément de la manipulation, c'est juste qu'au fur et à mesure du rendez-vous, sa confiance et ma crédibilité se sont développées. Et du coup, petit à petit, j'arrive à obtenir les bonnes informations. Donc, je crois que c'est Steve Harvey, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, la question, le conseil qu'il donnait à sa petite fille, c'est un truc qu'on doit donner à nos sales aussi. Chaque question, vraiment importante, posez-les 3 fois de manière différente et vous allez finir par obtenir la bonne information. Mais bon, voilà, le learning principal, c'était d'écouter. Et du coup, en posant ces questions, on va identifier les objectifs clients. Donc, il y en a 3, on reviendra dessus après. Très rapidement, au début du rendez-vous, on va un peu se dire « Ok, je vois quel type de client c'est ». Il y a 12 000 méthodologies. Il y a certaines méthodes où c'est des couleurs. Les rouges sont impulsifs, les bleus sont plutôt analytiques, les jaunes créatifs. Il y en a avec des animaux. J'ai pris des animaux parce que ça me faisait marrer. Donc, par exemple, on a le faucon qui est l'annonceur plutôt agressif et ambitieux. Il va vouloir une croissance très rapide qui fonctionne parfois sur l'ego. Il ne va pas forcément toujours très bien mesurer, mais en tout cas, il veut y aller vite et fort. On a un autre type de client qui est le renard. Donc voilà, comme le stéréotype le dit, il est plutôt futé. Il va essayer de trouver des moyens un peu détournés de battre ses concurrents. On va avoir, je crois que c'est une souris, qui elle est plutôt peureuse. Ça, c'est l'annonceur. J'en ai eu pas mal qui ont des campagnes, des e-commerce ultra rentables, par exemple. ROI de 20, des trucs de fou. Et ils ne veulent pas nécessairement augmenter leur budget parce qu'ils ne sont pas rassurés. On va avoir l'annonceur. Donc ça, c'est ceux qu'on essaie d'éviter malheureusement. C'est l'entreprise qui essaie de rester en vie, quoi. Donc qui vivote. Généralement, ce n'est pas elle à qui on va conseiller d'investir des budgets colossaux en médias. C'est important d'identifier rapidement quel type d'annonceur vous avez en face de vous, parce que ça va changer tout votre pitch. Et du coup, raccourcir ou rallonger le rendez-vous. Encore une fois, quand on est sales, ce n'est pas les clients qui nous choisissent, c'est à nous de choisir les clients. Et du coup, on doit aller chercher les clients qui nous intéressent le plus, nous en tant qu'entreprise, en tant qu'agence. Okay, voilà. Un peu stéréotypé, mais nous, on n'utilise pas ça. En l'occurrence, on raisonne plutôt avec les couleurs. Donc le bleu analytique, etc. Mais c'est un bon moyen de savoir quel niveau de discours on va adopter avec notre annonceur et comment expliquer différentes choses. Donc, les 3 objectifs à identifier, objectif business, objectif marketing, objectif individuel. En fait, on se rend compte que avant chaque rendez-vous, donc si un annonceur accepte de faire un rendez-vous, c'est qu'il a une situation désirée, une situation souhaitée, et il a une situation actuelle. D'accord ? Et l'idée, c'est que notre solution, notre conseil, le média qu'on va leur vendre, c'est ce qui lui permettra de passer de la situation actuelle à la situation désirée. Okay ? Et nous, en tant que consultants, conseillers, sales, peu importe le nom, on va essayer d'obtenir un maximum d'informations sur les situations actuelles et les situations désirées. D'accord ? Et tant qu'on n'aura pas mappé la situation actuelle et la situation désirée au niveau business, au niveau marketing et au niveau individuel, on ne pourra pas faire une bonne proposition de valeur. D'accord ? Donc, on va faire énormément de questionnements sur ces objectifs. Donc, aujourd'hui, vous faites quoi comme achat média ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont vos clients cibles ? Quels sont les clients que vous voulez aller chercher l'année prochaine ? Votre part de marché, elle est de combien ? De combien vous voulez qu'elle soit à combien l'année prochaine ? Avec des annonceurs, on parle de part de marché, de part d'audience. On parle donc ça, c'est les annonceurs plutôt noto. On va parler de LTV. Avec tous les annonceurs en e-commerce, on parle beaucoup de lifetime value. Moi, j'ai beaucoup enfin non pas beaucoup, remarque, c'est assez rare sur AdWords, mais des annonceurs qui veulent fidéliser beaucoup plus leur audience, pas forcément faire de l'acquise. Du coup, si je ne comprends pas cet objectif-là et que je lui fais une proposition uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients, je vais passer à côté. Okay, donc, on passe sur un rendez-vous d'1 heure sur la première
les 20 premières minutes, les 30 premières minutes, nous, à nos sales, on leur dit de ne pas utiliser le mot AdWords. D'accord? On va vraiment faire uniquement du questioning sur la situation actuelle de l'annonceur et la situation désirée. Et tant qu'on n'a pas un bon mapping de tous ces éléments-là, on ne parle pas de produit, on ne parle pas de solution. D'accord? On est vraiment uniquement dans la compréhension des enjeux de l'annonceur. Et une fois qu'on a ça, déjà, on va se rendre compte s'il y a un intérêt à continuer le rendez-vous et du coup, est-ce que cet annonceur a un intérêt à utiliser AdWords pour aller chercher ses objectifs ou pas. OK? Donc voilà, il y a plein de questions qu'on va pouvoir utiliser. Les basiques, c'est les concurrents, vos achats médias. Vous faites quoi comme achat média? Vous faites quoi en offline? Vous faites quoi en online? On va demander les objectifs à court, moyen, long terme. Objectifs, certains, ça va être moi, je veux aller chercher 10 000 nouveaux utilisateurs pour mon application. D'autres, ça va être je veux gagner 2 points comment on appelle ça, en autorité assistée, une autorité spontanée. Encore une fois, tout dépend des annonceurs qu'on rencontre. On va poser beaucoup de questions ouvertes. Ça, c'est assez intéressant. Les gens aiment bien parler d'eux, hein, tous. On l'a vu comme cette jeune fille. On va poser beaucoup de questions ouvertes qui vont nous permettre d'obtenir des informations qu'on n'aurait pas forcément osé demander directement. Par exemple, comment évolue le marché? C'est quoi, d'après vous? Moi, j'ai ma petite idée, mais d'après vous, c'est quoi les tendances sur le semestre à venir? En interne, comment ça se passe? J'essaie de comprendre un peu au niveau des achats médias, qui gère ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est plutôt la partie marketing? Est-ce que la partie marketing elle a un bon niveau de connaissance sur le digital? Voilà, essayer de comprendre un peu tous ces enjeux-là, tout ce mapping interne, pour pouvoir après faire des propositions adaptées. Voilà, ça on l'a un peu couvert. Individuel, ça c'est les questions un peu plus touchy, parce qu'on essaie un peu de comprendre vraiment comment fonctionne la personne qu'on a entre nous, en face de nous. Nous, on a une question qui passe bien, c'est quoi les gros problèmes de votre roadmap? Et après, nous, on est un partenaire qui est très souvent obligatoire pour beaucoup d'annonceurs, parce que beaucoup vont forcément faire du search. Mais du coup, on essaie vraiment de comprendre notre interlocuteur, le responsable digital qu'on rencontre, c'est quoi sa roadmap? Ce matin, c'était la personne qui est partie, il nous parlait des entreprises qui installent une filiale en France et qui étaient encore pilotées depuis l'étranger. En comprenant vraiment l'enjeu personnel de la personne avec qui on fait un rendez-vous, on va pouvoir trouver des situations qui nous permettront de débloquer ce qui se passe en interne. Et nous, nos sales sont spécialistes de ça, comprendre comment fonctionne un annonceur en interne, qui prend les décisions, les budgets, comment est-ce qu'ils sont validés, par qui, pourquoi, comment. Et derrière, eux, ils vont se positionner en interne, ils vont faciliter le travail du responsable digital, par exemple, pour pouvoir aller chercher les bons budgets en paid search ou sur toute la solution AdWords. Mais il faut vraiment avoir une compréhension fine de comment ça se passe dans cet annonceur, surtout pour les grands comptes. Moi, j'ai des annonceurs qui me disaient clairement, moi, ma prime de fin d'année, je vais la voir si, avec ma campagne, je touche une femme sur 2 en France. Là, je sais vraiment quelle proposition média je vais lui faire. Donc, une fois qu'on arrive à ce niveau de confiance, c'est pour ça qu'on travaille généralement très bien quand c'est des clients qui viennent par referral, parce qu'on a une relation de confiance qui se fait plus facilement. Une fois qu'on a ça, on va vraiment être un bon partenaire avec cet annonceur et on va le garder un peu plus longtemps. Et évidemment, toujours demander pourquoi. C'est un TED, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un gars qui s'appelle Simon Sinek. Voilà, donc très souvent, au tout début du rendez-vous, on parle du coup, vous voulez faire quoi? Je vous rencontre parce que j'ai envie de faire des campagnes AdWords. Beaucoup d'annonceurs ont cette logique-là. Surtout quand il y a beaucoup d'annonceurs maintenant qui segmentent, qui ont une agence qui fait que le SEA, une agence qui fait plutôt les campagnes de notoriété, branding, donc display, YouTube, etc. Et ils ont tendance à nous dire, à nous en tant qu'agence ou en tant que régie, moi je veux faire du paid search. Et du coup, nous on doit comprendre à chaque fois pourquoi. Souvent, en arrivant à la phase pourquoi, enfin souvent pas toujours, mais on peut se rendre compte que en fait, le paid search c'est peut-être pas la meilleure solution pour eux. D'accord? En tant qu'agence média, votre boulot, il est là. Et mon boulot aussi, du coup.
Il n'est pas ici, on n'est pas là juste pour fournir un produit, on ne vend pas du clic. On est là pour comprendre quel est le dispositif média qui va vraiment correspondre à ce que veut faire l'annonceur et pourquoi il veut faire ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours pousser d'élargir le discours, pas sur le qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et on se rend compte que, par exemple, il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent faire uniquement du paid search. En dialoguant avec eux, on se rend compte que, en fait, ils ont un problème de notoriété. Ok, si tu veux faire de la notoriété, il y a peut-être d'autres leviers qui seront plus pertinents. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Moi, on m'a dit que le search c'était bien, etc. Mais en fait, c'est pas le meilleur levier pour tes objectifs. Donc, c'est à nous de qualifier la demande de l'annonceur. Parce que les experts, c'est les agences et c'est moins les annonceurs. Et donc, on doit être ce gap entre la situation actuelle et la situation désirée. J'avais c'est marrant, c'est un sales que j'avais rencontré qui était au UK et il avait une super punchline pour commencer son rendez-vous. Il disait « Pourquoi est-ce que vous avez accepté de me rencontrer ?» Donc, assez osé, mais du coup, c'était très bien vu, parce qu'au final, l'annonceur, s'il accepte de prendre 20 minutes ou 10 minutes pour vous parler au téléphone ou pour vous rencontrer, c'est qu'il a quelque chose en tête. Et lui, il commençait directement son discours, il disait ah, « Bonjour, il s'appelait Yann de Google, blablabla. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous rencontrer, de discuter aujourd'hui ?» Et du coup, en faisant ça, l'annonceur répondait directement, donnait directement les éléments qui lui permettaient d'accélérer dans son pitch. C'est une personne qui faisait c'était une équipe uniquement de téléprospection, donc il doit faire beaucoup de deals assez rapidement. Avec cette question, il gagnait 10 minutes de conversation. Du coup, forcément, il pouvait en faire plus. Du coup, voilà, il y a plein de raisons. Je veux développer mon activité. J'ai des concurrents qui sont de plus en plus agressifs. On a un marché qui s'est concentré et du coup, mes deux principaux concurrents ont fusionné et j'ai peur de ne pas faire le poids face à eux. Là, on va lancer des nouveaux produits ou en termes de saisonnalité, ça va être la période très importante. Ou à contrario, là, j'ai fini un peu la saison et j'ai encore des stocks, j'ai besoin de les écouler. Donc comme ça, on comprend directement les enjeux de l'annonceur. Encore un acronyme. Donc ça, c'est le minimum que l'on doit avoir après un rendez-vous. Donc ça, c'est encore un formulaire qu'on oblige nos sales à remplir. C'est ce qu'on appelle le BANT. Donc c'est budget, autorité, need et timeline. Un sales n'a pas fait un bon rendez-vous s'il n'a pas obtenu ces 4 éléments vraiment dès le début du rendez-vous, enfin dès le premier rendez-vous ou deuxième rendez-vous s'il n'avait pas le decision maker, mais vraiment dès le début, il doit s'assurer d'avoir ça. Donc budget, il ne saura pas forcément de combien il est, mais il doit avoir une idée déjà de l'enveloppe, s'il a fait un bon questioning sur les différents achats médias qui sont effectués. Il doit savoir surtout comment il est décidé. Et du coup, l'autorité. Est-ce que la personne avec laquelle tu as fait le rendez-vous, c'est elle qui va prendre la décision de quelle campagne elle fait, quel budget elle met, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes en interne qu'il va falloir aller convaincre? Ça, très souvent, c'est raté. Le need, ça c'est évident. Est-ce qu'ils ont effectivement besoin de faire de l'achat média? Est-ce que AdWords est la meilleure solution pour répondre à leurs problématiques? Donc nous, on essaie de ne pas être trop pushy. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire de paid search, on ne va pas forcément le forcer à faire du paid search. On peut l'orienter sur d'autres solutions. Quand on est une agence média, vous proposez généralement plusieurs leviers, donc c'est encore plus évident pour vous d'orienter vers les bons. Et la timeline. Est-ce qu'on parle d'une campagne qui va se lancer la semaine prochaine ou dans 6 mois? C'est quoi les roadblocks? Est-ce qu'ils doivent changer leur site? Est-ce qu'ils doivent valider le budget par X ou Y, etc. Ça, c'est le minimum. Okay, et du coup, ça, ils le remplissent après leur premier rendez-vous. On leur demande de comprendre, surtout sur les grands comptes, qui a le pouvoir de décision. Donc ça, moi, il y a 6 ans, je bossais chez un gros annonceur et on avait cette structure-là. Donc forcément, on bossait beaucoup avec Google. Et donc moi, j'étais dans l'équipe digitale. Et nous, on est fan de Google. Forcément, on bosse dans le digital. Très souvent, le point de contact qu'on va avoir chez l'annonceur, c'est un peu notre défenseur. D'accord? Parce que forcément, il aime le digital, il aime la technologie, il connaît les produits, il sait que ce sont des bons produits, en toute objectivité. Et du coup, la relation avec lui se passe très bien. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas lui qui a le budget.
même c'est quasiment jamais le cas. Généralement, c'est vraiment les chefs de produits, les directeurs marketing qui vont décider des budgets. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce responsable digital, on va collaborer avec lui pour influer en interne sur l'attribution des budgets. Il y a plein de méthodes. Ce qu'on faisait, nous par exemple, à l'époque, c'est que on faisait venir donc toute l'équipe marketing, on la faisait venir chez Google avec notre agence et on faisait un workshop. On leur expliquait pourquoi est-ce que le SEA c'était fantastique, pourquoi est-ce que le coût par lead il était beaucoup plus bas en search qu'avec du display qu'ils achetaient au CPM auprès de leur agence qui ne comprenait pas grand-chose au digital, ou pourquoi est-ce qu'il valait mieux faire du YouTube que de la télé. Et on faisait vraiment un travail d'évangélisation. Google nous accompagnait beaucoup sur ce travail-là et grâce à ça, on a pu shifter des budgets de médias traditionnels qui n'étaient pas ou peu efficaces vers des leviers beaucoup plus rentables pour nous. Et donc là, je m'adresse à vous vraiment en tant qu'annonceur, c'est ce qu'on faisait. Et nous, en tant qu'agence, il faut vraiment comprendre ça. Donc savoir où sont décidés les budgets, qui prend la décision, et vraiment pénétrer dans l'annonceur pour aider le responsable digital à influencer sur le processus de prise de décision. J'ai fait ça j'aimais bien en parler aux sales parce que ça me rappelle mes cours de compta. Comment sont décidés les budgets chez les annonceurs? J'ai vu qu'il y avait les 3 structures. Parfois c'est un mix des 3. Donc parfois on a des budgets qui sont décidés en top-down. Donc c'est la direction qui dit bah, le budget est X euros, t'en fais ce que tu veux. D'accord? Les deux, enfin chaque méthode de budget a des avantages et des inconvénients. Le top-down, ce qui est bien, ce qui est royal pour une régie ou pour une agence, c'est qu'en fin d'année, on a des queues de budget et que les responsables marketing veulent absolument dépenser ce budget parce que sinon, ils n'auront pas le même l'année d'après. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Là où c'est plus compliqué, c'est que le sales cycle, il est long. Ah bah c'est dommage, j'ai rencontré un lead fantastique, mais je l'ai rencontré en décembre et les budgets ont déjà été bouclés. Du coup, je ne peux plus influer sur la répartition. Bottom-up, c'est l'inverse. Donc, c'est chaque prise de décision, chaque budget, c'est le chef de produit ou le respo digital, quand il gère le budget, qui va défendre ça auprès de sa direction. Donc, l'avantage, c'est que c'est flexible. Si j'ai une bonne proposition de valeur, lui, il va pouvoir aller chercher du budget pour y répondre. Par contre, il va y avoir une deuxième négo entre lui et son CEO ou lui et son comité de direction. Et il peut y avoir un phénomène de téléphone arabe. Il n'a pas du tout pitché ce qu'on avait prévu ou il l'a très mal fait. Et le sales cycle est plus long. Donc généralement, ce qu'on essaie de faire, donc ça c'est vraiment des gros annonceurs, on va essayer vraiment d'aller co-pitcher avec eux auprès de leur direction. Et ça c'est hyper important. Du coup, si vous n'avez pas compris qui est le preneur de décision, vous ne pourrez pas vous assurer de toucher la bonne personne et du coup, votre propal n'aboutira pas. Et on a une autre façon de fonctionner qui est le X% de N-1. En gros, chaque année, ils prennent le même budget de l'année d'avant et en fonction de la croissance des projections, ils vont l'augmenter ou ils vont le réduire. D'accord? Donc, on a le côté assez sympa de le budget est fixe, du coup, j'ai de la queue de budget en fin d'année que je dois dépenser. On peut justifier des choses pour l'année d'après. Donc, si on sait que c'est une entreprise qui est en croissance, il y a des chances que le budget marketing augmente d'année en année. Du coup, on sait que l'année d'après, on va pouvoir aller utiliser d'autres leviers ou faire des campagnes un peu plus massives. Mais le sales cycle peut être long en fonction du moment où on rencontre l'annonceur. Donc, si c'est en décembre, typiquement, c'est un petit peu trop tard. Okay? Donc ça, on s'écarte vraiment du scope marketing digital, mais on veut vraiment que chaque sales Google connaisse ça. Comme ça, il va savoir chez son annonceur comment sont prises les décisions, quel budget il peut aller chercher, combien de temps ça va prendre. Il pourra faire des bons forecasts et du coup, il pourra atteindre ses objectifs. J'ai fait un petit focus sur obtenir le budget du client parce que c'est un peu une question touchy d'obtenir le budget. On n'ose pas trop. Parfois, on a fait un rendez-vous, on n'arrive pas du tout à savoir si cet annonceur, on va pouvoir le pitcher à 10K par mois ou à 100K par mois. Parfois, on a vraiment du mal à évaluer. Il y a des petites boîtes qui vont investir énormément et d'autres. Moi, je me souviens avoir rencontré des groupes je parle du CAC 40.
et ils voulaient faire des campagnes à 3 000 € par mois. Donc, voilà, donc, c'est vraiment une question qu'on a du mal à poser, surtout quand on est junior. Et il y a plusieurs techniques qu'on va employer. Bon, déjà, la base, c'est de demander s'ils ont un budget qui est fixé à l'avance. Il faut systématiquement le demander. C'est pas agressif, c'est pas un gros mot. C'est une question logique. Quand un annonceur rencontre une agence média, l'annonceur sait que ça va lui coûter quelque chose. Personne ne travaille gratuitement. Du coup, c'est vraiment un dialogue qu'on peut avoir dès le début. Dans 75% des cas, il ne va pas nous donner ce budget. Du coup, il va falloir l'estimer. La technique qu'on utilise beaucoup, nous, surtout en paid search, c'est de partir de ces objectifs de performance. OK, du coup, c'est quoi vos objectifs en termes de nouveaux clients cette année? On va prendre un e-commerce. Je veux 10 000 nouveaux clients par mois. OK, et en moyenne, combien vous visez comme CPA cible? Donc, combien vous êtes prêt à payer pour un nouveau client? Je me suis rendu compte que jusqu'à 50 000 €, c'était rentable. OK, donc 50 fois 10 000, vous êtes prêt à mettre 500 000. Voilà. On fait le calcul comme ça et du coup, là, on va obtenir le budget. Donc, très souvent, en faisant ça, l'annonceur va dire « Ah non, mais j'avais prévu beaucoup moins ». Et du coup, c'est comme ça qu'on obtient le vrai budget. Et cette méthode-là, elle est très utile parce que, en fait, vous faites dire le budget à l'annonceur. Ce n'est pas vous qui dites votre campagne de paid search, prévoyez 50 000 par mois. C'est vraiment lui qui va l'estimer basé sur un calcul qui est très simple et qui est purement objectif. Le CPA multiplié par le volume de conversion, très simple. Mais du coup, vu que c'est l'annonceur qui va annoncer lui-même son budget, il sera plus enclin à le donner. Ensuite, évaluer le budget de vos concurrents. N'hésitez pas à demander à vos chargés de compte Google. Ils ne vont pas pouvoir vous dire tel annonceur, il met tant. Par contre, ils vont vous faire des benchmarks. D'accord ? Quand on fait des benchmarks, c'est minimum 5 concurrents. Si on a un concurrent énorme et les autres qui sont tout petits, on ne pourra pas le faire parce qu'on pourra trop facilement estimer qui dépense quoi. Mais on peut vous faire des benchmarks par industrie. Donc, n'hésitez pas à le demander si c'est un secteur que vous ne connaissez pas du tout. On pourra vous aider là-dessus. Et je me souviens que moi, tout début, donc c'était il y a 4 ans quand j'ai commencé à travailler beaucoup sur AdWords, il y avait des secteurs que je ne connaissais pas du tout et je ne me rendais pas compte qu'ils dépensaient autant de budget sur AdWords. On peut être surpris. Et enfin, c'est quoi votre plan média? Donc, essayez d'estimer le budget. On commence par le online versus offline. Comme ça, on évalue un peu la maturité de l'annonceur. Aujourd'hui, en consommation média, le digital, il est à 38%, je crois. La télé, un petit peu moins. Et du coup, on va regarder leurs investissements médias s'ils reflètent la consommation média. Si ça reflète, ça veut dire que les décisions sont plutôt bien prises. Les gros annonceurs, généralement, mettent beaucoup en télé et sous-investissent en digital. Du coup, on sait qu'on va pouvoir aller chercher pas mal de budget sur le digital en plus. Et on va pouvoir estimer les différents budgets. Ah, vous faites de la télé, à quelle fréquence? On fait une vague de 3 semaines sur TF1. OK, donc on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ou alors, on a fait 2-3 spots sur BFM entre 13h et 17h. OK, donc on se parle de 10K. D'accord? Mais vraiment creuser à chaque fois les questions. Nous, nos sales, on les forme également à l'achat média télé, à la radio, au print, à l'affichage, pour qu'ils puissent évaluer du coup combien vaut chaque média et évaluer d'une manière assez précise le budget de leur annonceur. Donc en évaluant tout le plan média qui est prévu par l'annonceur, on va savoir à peu près combien il compte mettre en digital. Si on prend digital, il y a à peu près 40%, 50% qui va en paid search. Après, il y a une grosse partie en display, en social, en vidéo. Et après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez positionner vos différents produits là-dedans. Ouais. C'est quoi la part de budget justement moyenne attribuée au digital? Alors, la dernière Tiens, vas-y, ça me donne l'occasion d'envoyer le truc. Ça marche ou pas? Réessaye. Ouais. Je demandais quelle était la part du budget du digital par rapport à tous les autres budgets. Voilà. Cobb. Merci. Je vais essayer de me souvenir d'une réponse exacte. On est inférieur donc on est à moins de 36%, parce qu'on est inférieur à la consommation média.
J'ai une stat, mais elle date de 2014 ou 2015, où on était à 20-25%. Donc on est très très bas. Cette moyenne-là, il faut la prendre avec des pincettes, parce que tu as la télé en fait, qui est utilisée que par les plus gros annonceurs, principalement, et qui du coup en valeur est énorme. Donc ça écrase un peu la répartition des autres. En fonction des types d'annonceurs que tu vas cibler, par exemple B2B font beaucoup moins de télé. Tu vois, ils vont avoir une part de digital qui va être plus importante. Les startups, il y en a assez peu qui font de la télé. Il y en a, hein. On voit de plus en plus de e-commerce qui sponsorisent la météo, donc des trucs assez chers. Mais si tu prends des produits de grande conso, par exemple, ciblage en produits de grande conso, t'as pas besoin qu'il soit très précis. Tu vois, si tu vends des danettes, globalement tout le monde peut acheter des danettes. Du coup, généralement, ils vont faire beaucoup de télé. Par contre, si c'est sur un ciblage un peu plus précis, tu parles à quelqu'un qui va vendre des accessoires de luxe, tu vois, des montres, des choses comme ça. Eux, ils vont vraiment utiliser des médias qui sont plus ciblés. Donc des publications, ils vont faire pas mal de web. C'est très variable d'une industrie à une autre. Mais globalement, c'est assez faible. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder, on fait les benchmarks par industrie. Et ça, c'est un truc il y a un truc qui fonctionne bien avec les annonceurs, c'est sur Think with Google. Tu peux sélectionner une industrie et tu regardes en fait le poids de chaque média dans la prise de décision des consommateurs. Donc tu vas dire par exemple, je rencontre un constructeur automobile, jackpot hein, déjà parce que c'est un bon rendez-vous. Tu vas sur Think with Google, tu vas pouvoir voir l'importance de chaque canal. Donc ils vont dire à 30% c'est les recommandations de mes amis, à 70% c'est le référencement, du coup les moteurs de recherche. On mixe SEO, SEA, ou ça va être le display, ou ça va être les réseaux sociaux. Et du coup grâce à ça, tu peux vraiment aller voir ton client et dire regardez, aujourd'hui la première source d'influence dans la décision de vos prospects, c'est le digital. Pourquoi ce n'est pas votre premier budget? Donc nous, on utilise beaucoup ça. Donc, encore une fois, si vous êtes accompagné par un chargé de compte Google, n'hésitez pas à leur demander ce genre d'infos. Du coup, ça vous permet de vraiment faire des propositions qui seront adaptées à votre client. Si tu as le budget global, après, tu peux très facilement t'insérer là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc ça, j'en ai parlé un petit peu du coup, différence entre petit compte et grand compte. Il y a une étape en plus. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, généralement, on fait ce qu'on appelle des workshops. Donc, on ne dit pas à l'annonceur, on va venir chez toi vendre de l'AdWords à ton boss. On va lui dire, si tu veux, moi, il y a un truc que je fais beaucoup pour influencer du coup, les grands patrons. Généralement, c'est le niveau de discours qu'on a avec les responsables digitaux. On va organiser un atelier pour leur faire comprendre les enjeux. Donc, je fais venir du coup, différentes personnes de mon agence. J'essaie de faire venir des personnes de différents secteurs. Donc, quelqu'un qui est plutôt sur la partie social media. Donc, on va essayer de montrer en quoi la consommation média a changé et que le cycle d'achat, il se fait plus dans le dialogue que les gens vont avoir sur Internet plutôt qu'en boutique. On va faire venir quelqu'un qui est plutôt axé perf sur le SEO, le SEA. On va faire venir quelqu'un du média qui va expliquer le programmatique, en quoi est-ce que ça bouleverse tout, etc. Et grâce à ça, on va faire shifter un peu les vrais decision makers de l'annonceur pour pouvoir aller chercher du budget. Et c'est ça qui prend du temps en plus. Ouais. Ah ouais. Je répète ta question. Donc la différence entre un petit compte et un grand compte, c'est marrant parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée quand on parlait, pas de cette slide-là, mais d'avant. Pour moi, c'est pas une question de budget, c'est une question d'organisation. Moi, je le vois vraiment en termes d'organisation. Un grand compte, c'est une machine qui va être plus complexe à actionner et tu n'auras pas une personne qui prendra la décision. Ou alors, ce ne sera pas la personne que tu auras en contact régulièrement. Mais nous, on a dans notre équipe grand compte, typiquement, on a des sociétés où tu as 20 personnes qui n'ont pas un chiffre d'affaires colossal, mais on sait qu'il y a un réel potentiel de croissance derrière. Tu vois? Donc, ça veut... Mais pour moi, la logique, en tout cas ici, c'est la taille, pas forcément la taille en nombre d'employés, mais la structure de décision. Tu vois.
Mais ce n'est pas une définition Google, tu vois, c'est par rapport à cette méthode-là, c'est juste combien de personnes vont intervenir dans le cycle de décision et du coup, est-ce que tu adopteras une approche grand compte ou une approche petit compte? Non, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on peut ne pas faire de workshop, on va essayer de ne pas en faire parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail pour préparer les trucs. Donc, on va le faire uniquement si on sent que notre point de contact, il n'arrive pas à influer sur la validation du budget. Et du coup, il faut qu'on y aille un peu plus en force pour convaincre toute la machine de se lancer. Donc, c'est du cas par cas. Ça nous arrive de le faire sur des petites structures, tu vois. Mais il n'y a pas une logique très binaire. À partir de 100 000 euros, c'est un grand compte. J'ai répondu à peu près ou pas? Enfin, du coup, je t'ai pas répondu, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de réponse. Dernier axe, on va parler du traitement des objections. Voilà, c'est le truc un peu favori des sales. Très souvent, quand on a une objection, on a envie de répondre tout de suite. On ne va pas prendre en compte les besoins émotionnels. On va être un peu dans le conflit avec notre interlocuteur. Il y a une méthode nous on essaye d'appliquer. On ne l'applique pas à chaque objection, mais on essaie de l'appliquer le plus souvent possible. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Et après, on fera un atelier pour essayer de la comprendre. Et on va se faire une petite vidéo. When it comes to handling objections, it turns out that high-performing sellers handle objections much, much differently than low to moderate performers. What we know about low to moderate performing sellers is when they handle an objection, they do what we call jump right to provide. They jump right to the answer. So an objection comes, which of course is totally natural to a sales process. Any good, worthy sales process has objections in it, and we should welcome those. Low to moderate performers, however, they jump right to the answer. So a customer says, now is not the right time for this decision. And I, as a seller, jump right into that and say, no, Katie, I totally understand. Here are several reasons why now may be the right time for you to work with this mobile solution. That's fine as far as it goes. That's the answer. Nothing wrong with the answer. High performers earn the right, and they earn credibility, and they gain confidence in a customer's eyes much differently. There's a 5-step process that they use. They start with encouraging. This is very counterintuitive because I'm being objected to, and now I'm suggesting, yes, we encourage that. So the encouragement is simply, tell me more. Give me some more context around that. Gail, help me understand. Whatever that encouragement is, followed by step 2 of the handling objections process, which is ask questions. So relax into the objection, slow down, sit down into the objection, ask a couple of questions, even though you know the answer, right? Ask the questions and really understand what the customer is thinking. So how, Gail, are you thinking about prioritizing these projects right now? And realize you're super busy. Help me understand how you make priorities. How do you make those decisions? There's a give and take there that happens. Credibility is earned in that give and take. Once that process goes through a couple of cycles, then what we do is confirm. So the third step of the handling objection process is to confirm. And that's simply to restate what you've heard. So Katie, what I hear you saying is that, now is not the right time, but for the following reasons. And you list those out, and then you look at her and say, do I understand that correctly? It's simply a restatement of the objection. Again, hard to do, very counterintuitive. But confidence and credibility is earned up here in the first 3 stages. Then and only then have we earned the right as sellers to go to what we call the provide, the answer. And that is where I help Gail think through some of the reasons why reprioritizing and making different choices could allow for a mobile solution that would help her business now. And I help her think that through. And we have that give and take. And then finally, the 5th step of the handling objections process is simply to check. And that's easy, simple, straightforward. Gail, this has been really helpful thinking this through. I think I have a good sense of your concern. Hopefully I've given you some things to think about. Do you have any other concerns, or should we move on? And then silence. That is the full objection handling process. It is what creates separation between you and everyone else. And resist the temptation as a seller to jump right to that answer. Confidence and credibility is earned above that. Vous en pensez quoi?
c'est un peu ricain, hein, c'est très, on voit la méthodologie à l'américaine, moi j'aime bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que globalement, ce que nous dit Craig Wortman, c'est que il n'y a rien de mal à répondre directement à une objection. En soi, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire une vente. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un d'une agence et il me disait « Ouais, je voudrais bien rester parce que l'objection, je suis déjà bien positionné en SEO, je ne sais pas comment la gérer. » Et du coup, en fait, il n'y a pas de bonne façon de la gérer, il faut essayer de creuser pour savoir effectivement que veut dire le client par cette objection. Ce que nous dit Craig Wortman ici, c'est que vous pouvez répondre directement. En soi, ça ne vous empêchera pas de vendre. Mais par contre, si vous suivez ce process, vous aurez un positionnement différent vis-à-vis du client. Vous n'allez pas être le commercial qui avait raison. Vous allez être le conseiller, le consultant qui est crédible et en qui il va avoir confiance. Donc le fait de répondre aux objections de cette façon ne va pas vous faire closer plus, mais en tout cas va changer. Enfin, en tout cas, ça pourrait, mais pas directement. Ça va changer la relation qu'on va avoir avec nos annonceurs et c'est comme ça qu'on se positionne d'un vendeur à un conseiller. Okay, donc, on gagne confiance et crédibilité. Donc, c'est assez bizarre de suivre ce process. On ne va pas le faire à chaque objection parce que vos rendez-vous, ils dureraient des heures. Mais en tout cas, sur les objections clés, c'est ultra important de passer par ces différentes étapes. La première est très bizarre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ces trucs-là, soit vous les notez dans un coin de votre tête, ou alors vous essayez de vous souvenir des principales étapes, mais essayez de la faire de temps en temps sur certains rendez-vous, et petit à petit, ça va devenir un réflexe. Mais c'est très bizarre. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai fait, donc l'annonceur me dit je ne sais plus quelle objection et je commence à l'encourager. Bah oui, tu as raison. Et du coup, je n'étais pas habitué du tout à travailler comme ça. Et en fait, en l'encourageant, parce qu'au final, l'objection de l'annonceur, très souvent, elle est légitime. Enfin, quand on rencontre des annonceurs, c'est pas non plus c'est pas tous des idiots. Et du coup, s'il a une objection, il y a de fortes chances qu'il y a d'autres personnes qui aient la même. Et du coup, j'ai très probablement déjà rencontré ce cas de figure. Donc l'objection, elle a forcément un fondement. Du coup, on va pouvoir l'encourager en disant ouais, effectivement, t'es pas le premier à me dire ça. Je t'avoue que même moi, il m'a fallu pas mal de temps pour essayer de comprendre ce truc-là. Et après, on va questionner du coup, mais là-dedans, qu'est-ce qui te perturbe réellement? Ensuite, il va un peu nous donner plus d'éléments. On va confirmer qu'on a bien compris la sous-objection derrière son objection. Et après, enfin, on va pouvoir répondre. Mais pour moi, l'étape clé de ce process, c'est l'encouragement et le questionnement. Et vous allez voir que les annonceurs sont assez surpris parce que, tu sais, quand on ne veut pas vendre un truc, on se dit c'est bon, on ne veut pas acheter un truc, pardon, on va dire c'est bon, j'ai mon objection parfaite, il ne pourra rien dire. Donc on va envoyer une objection. Et là, le sales qu'on a en face de nous encourage. Donc ça fait un peu bizarre. Et après, il arrive à creuser le fin fond de mon objection et je finis par dire vraiment ce qui me gêne réellement. Et là, je vais forcément donner des réponses beaucoup plus concrètes. Et c'est comme ça qu'on finit par nouer une relation de confiance, en tout cas d'un point de vue business, avec son agence ou avec son consultant. Ok ? Ça vous paraît cohérent ce process ou pas ? Est-ce que c'est des choses que vous employez déjà ? Ouais, je vois des têtes qui opinent. Cool, on verra ça après dans l'atelier. Et du coup, deuxième vidéo, c'est un exemple. Katie and I are going to demonstrate how high performers handle objections using the 5-step process. We're in the middle of an otherwise normal sales meeting, 45 minutes, and in the middle of the meeting, I'm going to trigger an objection based on something that we just talked about. Katie, you know, at Allstate, you know that we've been working on mobile capabilities as it relates to our auto line, but we do not have mobile capabilities for the other lines. We just don't have them. So it's a problem. I know. It's something I know we've talked a lot about, and one of the things that would be helpful for me to understand, do you feel that at Allstate, and from your perspective particularly, do you feel like it's a
you don't feel that having mobile capabilities is important for your customer base? Or do you feel like it's much harder to understand how do you go from A to B? How do you get over the inertia of not having those capabilities? We have no roadmap by which to understand how do we bring these other lines along, how do we move off desktop, or just build the capability for mobile. I don't understand the roadmap. And then if I can't articulate it, our team has a really hard time, getting there. Yep, I can imagine it's difficult. It's a challenging topic, especially when you feel like you don't know where to start. Right. So would it be fair to say that it's less that you don't feel that mobile is necessary for your customer base long term, but that making the case internally, understanding the true opportunity, and then understanding the steps from A to B is where you're really struggling? You got it. Yeah, right. That's our struggle. Thank you for clarifying, because I think it's helpful to know what the reticence is. So understanding your objection a little bit better and understanding where the hesitancy is, I have an idea that might be helpful in kind of getting us past that. Great. And it's sort of a two-pronged approach. So would it be helpful if we did one, which is the near-term solution, think about how we can use mobile for call solutions in a way that Allstate has the capability to deal with mobile customer demand today. Okay. So from a near term, we could think about how do call solutions on mobile help your business? Okay. And then from a long-term perspective, I think that it might be helpful for us to put our heads together and as a team come up with a joint roadmap to what do you need to build? What kind of resources do you need to get from today, what your capabilities are, to the future state of really responding to consumers' needs on mobile. So how does that feel if we came up with that kind of near-term and long-term approach, leveraging what you have today with the call centers and looking at a long-term plan together? Does that feel like a way we could work towards the mobile opportunity together? It does. I'm thinking through those two things. I think they would both be really helpful, both to me and to my sort of executive team and to my team itself that's working on this, because we've had a really hard time getting our head around this. So I think both of those would be helpful. Yeah. Great. I'm glad that those things seem feasible. So we started today, it's been a long discussion about mobile as an opportunity and also mobile as a challenge. Do you feel like we address some of your concerns and some of the hesitancy in a way that would make you feel like investing in mobile is a little bit more tangible and feels more of an opportunity for you? I do. I think it's a great plan. Thank you. Yeah, thank you. Helpful. Always great to hear from you, and thanks for clarifying some of the hesitancy around mobile. I think it's always good to dive a little deeper to why there might be some roadblocks. So thanks for your time, and I'm looking forward to working on those approaches with you. Yeah, it's great, helpful. Thank you so much. What Katie just did is what high performers do. She relaxed into the objection. She may have had, when I said, Katie, we've been looking this at auto, but we don't have mobile capabilities in the rest of the lines, she may have had that two-part answer lined up in her mind, but she resisted the temptation to go there. We know that credibility and confidence is gained up here. When I say up here, I mean the first three steps. She's very warm and engaging and encouraging, so she was encouraging me to just spool it out. What I gain is the ability to share my feelings, share my thoughts, share my frustrations. She gains the opportunity to listen to me, which builds credibility in my eyes of her, right? And then just relaxing into a couple of questions, not too many. She was very concise about her questions and then very concise about the ultimate answer. But notice a couple things. She confirmed really well. Craig, let me make sure I've got this. And she replayed it to me. That builds confidence. And then finally, a very nice check at the end just to essentially say, Craig, do you have more concerns? Are you ready to move on? And it was clear that I was ready to move on. She earned the right in all 5 stages of the handling objections process. That is absolutely critical. It's 5 steps. Bon, ça a l'air facile quand on regarde la vidéo comme ça. Ça se passe jamais comme ça dans un rendez-vous, on le sait très bien. Mais faut essayer de faire en sorte que ça se passe comme ça. J'ai 2-3 objections écrites. Je pense qu'on va les passer assez rapidement. La méthode, parce qu'il faut qu'on fasse une pause avant les ateliers où là on va faire de vraies objections. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'appliquer ce modèle. Alors, la situation idéale, c'est de faire les 5 étapes les unes après les autres, mais il n'y arrivera jamais pour chaque objection, ce n'est pas le but, mais en tout cas d'avoir cette logique-là à chaque fois, d'encourager l'annonceur dans son objection et de la questionner, donc pas de la remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais s'il y a une objection, il faut comprendre pourquoi. Et du coup, très souvent, en obtenant les réponses au fur et à mesure, on va trouver la vraie réponse à son objection.
et s'assurer qu'on a bien répondu à son objection avant de passer à autre chose. Okay, étape assez lourde quand on regarde comme ça, mais en fait qui sont fondamentales pour créer une bonne relation de confiance. Avant que je passe aux objections, est-ce que c'est quoi les objections auxquelles vous arrivez jamais, auxquelles vous avez du mal à faire face quand vous êtes avec un annonceur? Si on reste dans le scope d'AdWords, par exemple. La pire objection, parce qu'il y en a une où vous dites « Ah, j'espère qu'il ne va pas me poser cette question ». Personne? J'ai déjà une agence? Ah, celle-ci, elle n'est pas facile. Donc, on a dit qu'il fallait attaquer l'autre moitié. Après, effectivement, comment tu répondras à cette objection en suivant le template? Encourager, du coup, essayer de creuser. Est-ce que cette agence fournit vraiment tout le scope que toi, tu pourras lui fournir et du coup, passer sur un produit intermédiaire? Mais bon, pour le coup, c'est pas une objection facile. Envoyez-moi une plaquette. Ok. Ouais. Il faut questionner. Alors, quand on arrive dans le questionnement, globalement, tous les vendeurs arrivent avec plus ou moins de talent à ressortir de quelque chose. Le problème, c'est la disponibilité des gens à vouloir t'écouter et tu n'as pas forcément un macaron mondial qui t'appelle. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est le côté questionnement, et qui est plus de l'évitement, quoi. Alors, Bien sûr. J'ai pas de temps, envoie une plaquette. Bon, envoyez-moi au tarif, il n'a pas compris ce qu'on fait déjà. Alors ouais, sur le temps, effectivement, bon, il y a effectivement des gens qui n'ont pas le temps. Ça arrive beaucoup aux gens qui appellent avec la carte Google, parce qu'il y a beaucoup d'équipes sales chez Google en direct, beaucoup d'agences partners qui parlent vraiment au nom de Google, et du coup, les annonceurs souvent confondent les agences et le fait que ce soit Google directement qui les appelle. Et franchement, dans un cas sur trois, ils sont en colère contre nous parce que leur compte Gmail est bloqué ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas non plus tout rose côté Google. Du coup, on a quand même réfléchi à comment faire en sorte pour convaincre le gars de se confier à nous, de prendre du temps, etc. Enfin, je vais dire deux solutions, mais c'est un peu la même idée. C'est de, lui faire comprendre tes intentions dès le début et d'être très transparent sur ce que tu fais et de lui apporter une valeur ajoutée. Donc, ça peut passer par OK, t'es pas dispo, je voulais discuter de ça. À quel moment est-ce que je peux te rappeler? Tu vois, les trucs classiques de sales. Ou alors lui apporter un élément qui va lui donner un élément qui va lui apporter quelque chose qu'il ne connaît pas. Et du coup, là, tu commences un peu à gagner en crédibilité et c'est là où il pourrait prendre le temps de te rencontrer. Donc, et c'est un truc que tu peux glisser en 5 minutes. Tu vois, je suis désolé, j'ai pas le temps. Ah ouais, je suis désolé, je voulais discuter avec vous parce que j'ai vu un truc qui pourrait vous intéresser. Ça parle de ça, ça, ça. Est-ce que vous auriez 10 minutes pour en discuter cet après-midi ou demain? Ça ne marchera pas à chaque fois. Enfin, on est encore dans le domaine du bizdev. Mais une fois sur deux, ça peut déboucher sur un prochain rendez-vous. Et donc, ouais, c'est le problème de temps. Et c'était quoi l'objection dont vous avez parlé tout à l'heure? Je ne sais plus si j'y ai répondu. Ah oui. Ils veulent un prix ou envoyez-moi une plaquette. Donc, plaquette, ça n'existe pas. Moi, je ne vends pas des aspirateurs. Donc, typiquement, c'est un annonceur, je pense, qui ne sera pas pertinent pour une agence média. C'est pas plus mal. Et pareil, sur un prix, il n'y a pas de prix. Hein. Donc, nous, c'est ce qu'on disait sur AdWords. On a des annonceurs à 5 € par jour et d'autres à 1 million par mois. Ils utilisent le même outil, donc il n'y a pas de prix. Donc, voilà. Ça, je pense qu'on aurait pu la trouver. On va passer rapidement sur ces objections. Vous pourrez les consulter après, de toute façon, quand vous les aurez chez vous. De toute façon, c'est les trucs qu'on vient de voir là. Et on va se faire une petite pause avant de faire des ateliers, si mon clicker veut bien fonctionner. OK. C'est bon pour vous? Pas de questions sur les objections avant qu'on passe aux ateliers?
Bon, bah on est parti.